On va passer au dernier exposé de cette session. Donc, on vient d'avoir 3 exposés quelque part sur la musique tonale, même si le dernier qu'on a vu pouvait même si tous, on va dire, les 3 derniers, on aurait pu avoir des choses non tonales, mais là, on va passer sur des types de musique totalement différentes. Et c'est vrai que vous savez qu'on est habitué à analyser, à modéliser la musique tonale, mais comment on le fait dès qu'on a des musiques un peu plus récentes et encore plus là qu'on a des musiques avec du code. Donc, Maxence Larieux. Donc, Louis, si tu peux arrêter de partager ton écran. Et Maxence va nous parler d'éléments théoriques pour saisir le code de la computer music en analyse musicale. Bonjour à tous, merci Mathieu pour la présentation qui n'était pas évidente, mais tu l'as bien fait. Alors je vais partager mon écran, j'espère que vous m'entendez bien. Ouais. C'est parti. Alors Maxence Larieux, je suis docteur en musicologie à Marne-la-Vallée, j'ai soutenu. À l'époque, l'université s'appelait Paris-Est Marne-la-Vallée. Et puis, elle a fusionné avec d'autres établissements pour devenir Université Gustave Eiffel, assez récemment. Oui, donc, en effet, on va quand même beaucoup changer de paysage. On va s'intéresser à la computer music, une musique qui est faite avec du code. Mais c'est assez intéressant parce qu'au final, on a les mêmes concepts dans le langage. Il y a les mots sémantiques, syntaxe qui ont été évoqués, qui reviennent, enfin, qui sont des éléments avec lesquels qui sont présents dans ma réflexion. Donc, c'est pas du tout aussi hermétique que ça en a l'air. Je m'intéresse à l'analyse musicale. En effet, la finalité, c'est pas de la création, mais c'est la situation qui m'intéresse, c'est celle où on a un analyste, une personne qui analyse la musique, du code informatique et la musique qu'il doit analyser. Et on peut schématiquement prendre 2 situations, une situation traditionnelle où on aurait donc une partition traditionnelle, comme on a vu précédemment, avec une situation contemporaine ou propre à la computer music, où on a non plus une partition graphique, mais une partition, enfin, du code informatique. La question générale que je pose, c'est comment on peut utiliser ce code pour analyser la musique. Donc ça joue, la problématique, elle se joue sur une opposition entre code et musique. En introduction, je cite Marco Stropa, où en 80, on voyait le code comme des données opératoires. Donc, on était vraiment très loin d'imaginer que ça puisse être utilisé en analyse musicale. Et bon, heureusement, les temps ont changé et on voit que ça l'est, mais ça reste pas encore très démocratisé. Alors, je vais pas répondre à la question directement. Ici, dans cet article, je présente 6 aspects du code, une proposition de 6 aspects du code qui sont à considérer dans ce contexte-là. Pour pouvoir appréhender le code, et l'enjeu, c'est de faciliter, voire d'apporter une théorie, des théories pour l'analyse des musiques d'informatique à partir de leur code. Alors, les éléments, ils sont organisés du plus au moins trivial. Le premier, donc c'est la quantité d'informations. Mon code possède une très grande quantité d'informations. Ça, si naïvement on met en regard mes 2 objets, une partition traditionnelle et du code informatique, ça saute aux yeux. J'avais relevé 8000 lignes, moi, dans Jupiter, la pièce de Philippe Manœuvre de 87, dans les Q-list. Donc, c'est quelque chose qui sont textuels, c'est pas ce qu'on a sous les yeux, mais on pourrait dire que ça s'apparente. Et Frédéric Dufeu, dans Partita 1 du même compositeur, il avait relevé 40 000 objets. On est quand même sur des quantités d'informations beaucoup plus conséquentes qu'une partition, même si en fait, si on y pense à 2 fois, vouloir comparer les deux, ça a énormément ses limites. J'ai mis Jean-Claude Risset. Il y a un idiome qui est récurrent dans sa réflexion, partition exhaustive et partition intégrale. Alors, on le sait, le terme partition peut faire le lien avec sa pratique sur Music N, le pionnier, où dans Music N, on a une division entre score et instrument. Donc, score, qui pourrait nous appeler à parler de partition pour l'informatique, ce qui n'est pas forcément évident. Et donc, partition exhaustive, et musicologiquement, ça pose quand même une question, ces deux expressions. Qu'est-ce que ça veut dire que de la musique nous intéresse apporte une partition exhaustive, intégrale? Quelque part, ça veut dire qu'il y a un changement.
Avant, on avait la musique, comme on aime dire musicologiquement, se passait dans le creux des notes, là où il n'y a pas d'information entre les notes. Et ici, on n'a plus de creux de notes, on est dans l'explicitation fondamentalement. Enfin, tout doit être décrit. Donc, c'est en lien avec cette explicitation fait écho à la partition exhaustive de Jean-Claude Risset. Et donc aussi à cette quantité d'informations très conséquente. On le sait aussi, c'est à mettre en regard, il me semble, avec sa pratique de la synthèse additive qui est très présente dans ces pièces, où la synthèse additive, elle est connue pour apporter un grand nombre de paramètres, engendrer une grande quantité d'informations. Et voir aussi, je pense qu'il y a quelque chose à faire entre le modèle de synthèse et un paradigme de représentation du son. Avec la synthèse additive, on est tout de suite dans une explicitation de la structure sonore complète, qui n'est pas présente dans la granulaire. Donc, tout ça c'est ce que m'évoque ces partitions exhaustives de Risset. Mon deuxième point de singularité, c'est que mon objet, il est fait de connaissances. Je vais en différencier trois ici. Eh bien, on est confronté à un objet qui est fait de programmation. Et en fait, quand on lit un patch ou du code, moi, j'apprends aussi. Donc, c'est le reflet aussi des compétences du compositeur en programmation. Donc là, on est chez Puckett et c'est ce qui l'avait fait pour faire les... ah mince, ça va me revenir. Les interpolations, pardon. Où là, quand même, voilà, en PD, il y a quand même un certain niveau. Donc voilà, il y a des compétences en programmation. On est confronté à ça en tant qu'analyste. J'en distingue aussi deux autres plus traditionnels que sont la synthèse. Ici, on est chez Nix, donc c'est une fonction chaotique qui est générée dans un patch. Donc on aura forcément des éléments pour produire des signaux, faire la musique. On aura aussi également des façons assez un peu artificielles, on peut séparer ça, on aura des connaissances pour structurer le temps. On l'a vu avec Manuel et la question d'Yann, à un moment, il va nous falloir des langages ou du moins des éléments pour structurer le temps, l'organisation temporelle. Donc ici, on est chez Nix avec Kaoyagan, avec quelque chose d'un séquenceur, avec des delays, et puis quand même du random, parce que rien n'est complètement linéaire. Le troisième point, c'est quelque chose d'assez tautologique si on vient du monde de l'informatique, mais il me semble qu'il est important à dire pour inclure les gens qui viennent pas de l'informatique, comme quelqu'un qui sort d'un conservatoire et qui a fait de l'analyse musicale à partir d'une partition, c'est que mon code, il est codé, il possède une syntaxe, il est abscon. Le lien entre ça et la musique, il n'est pas du tout évident de prime abord. Donc là, on est chez Faux, j'ai pris une capture de l'URL que vous voyez. On a un exemple qui génère du vent. Donc, on a une syntaxe et cette syntaxe-là, elle n'est pas musicale de prime abord. Je peux apporter déjà des résultats musicologiquement sur mon étude. Premièrement, le code ne relève pas directement d'un niveau musical. Ça me semble important de le souligner. Bon, c'est déjà présent dans la syntaxe, mais c'est ce que dit Thor Magnusson en 2009, article Code as Material is not musical. C'est assez quand même important à relever. Ça veut dire que l'analyse musicale s'est construite pendant des siècles sur une partition graphique, une pratique commune, une partition de notation qui était d'un niveau musical. Une note musicale, c'est tout de suite une note musicale. Une portée, c'est un objet qui appartient à un niveau musical. Et là, en computer music, on va avoir un autre objet qui, lui, n'est pas directement d'un niveau musical. C'est le sens premier résultat. Le deuxième, afin d'opérer dans le musical, il est nécessaire d'opérer dans le computationnel. On a comme des jeux de signes de renvoi, une frontière, un matériau dans lequel on doit œuvrer, opérer. Alors j'ai mis opérer, c'est les termes clés de Horacio Valjean que j'ai repris, qui m'ont plu. On doit opérer dans une première matérialité qui n'est pas musicale, qui est computationnelle. Et du coup, la condition pour rendre présent la musique, c'est-à-dire qu'on puisse agir dessus et la voir, eh bien, c'est de passer par cette
des représentations computationnelles qui prennent sens du coup par la computation. J'avance. Mon quatrième point de spécificité des codes informatiques, c'est qu'ils sont le fruit d'une activité de design. J'aime bien cette citation de Vinograd and Flores. Design is the interaction between understanding and creation, qui en fait nous place tout de suite sur l'aspect le plus important du design. Pour moi, c'est que c'est issu d'une personne. On a une très forte singularité du fait des creations. Et puis, on n'a pas knowledge, on a understanding. Donc, c'est une compréhension d'un domaine. Donc, quelque part, ici, dans understanding, se trouve la compréhension d'un agent. Donc, je le mets à l'interaction de trois éléments, au centre de trois choses. Sound music computing, on l'a vu, pour œuvrer souvent à des créations en computer music, naissent des nouvelles synthèses sonores ou productions sonores. C'était le cas pour Nix, où on a des fonctions chaotiques qui sont nouvellement implémentées. Donc là, on a la création programming, je l'ai dit, il faut savoir programmer, et on a aussi une création, non pas que musicale, mais on a une création technologique, une création dans ce matériau computationnel. Et puis, du coup, là, on a de la création artistique à 100%, où on peut tout à fait l'envisager, des idées musicales à transformer pour rendre sonore et musical. Du coup, cette idée de design, cet aspect du design, j'aime bien le voir comme dans un patch. En fait, si on est confronté à un code, un patch ou un code, on aurait un certain pourcentage de ce code qui contient des connaissances qui sont communes à la communauté, qui sont partagées. Et tout le reste est propre à l'agent, au designer. On a des idiosyncrasies, des objets, voilà, beaucoup de singularité. Alors, l'idée, c'est pas de mettre un pourcentage, mais d'envisager qu'il y a déjà une grande part, plus une majorité, j'imagine, qui est issue d'un agent. Mon cinquième point, c'est qu'on a des abstractions, ce qui nous appelle une architecture. Notre code, il n'est pas du tout plat. Le code informatique, il se structure notamment avec des abstractions. Il y a différents niveaux d'abstraction. Alors, abstraction, on a un peu pas mal parlé dans le peer review de l'article qui a été soumis avec Yann. Ça, c'est plutôt la terminologie de Yann, mais ça me convient parfaitement. Séparer l'essentiel du détail pour expliquer qu'est-ce que c'est que l'abstraction. Un moment où on va se faire focus sur l'essentiel. Ça, c'est plus ma terminologie. Pourquoi on le fait? Pour acquérir des significations de plus haut niveau, pour pouvoir s'abstraire d'une quantité d'informations trop importante. Mais on ne le fait pas, enfin, c'est les deux. Mais en fait, on arrive assez facilement à décrire d'en bas à quoi ça sert. Donc, on s'abstrait d'une quantité d'informations trop importante, en fonction de l'oubli, comme on avait échangé avec Yann, on était venu à ça. Et décrire par en haut, c'est un peu plus délicat. Donc, pour accueillir des significations de plus haut niveau, me paraît bien, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les dictionnaires. Une abstraction, du coup, ça engendre que mon code il est structuré. Par là même, ça engendre une architecture de mon code. Ici, c'est Frédéric Dufeu, en 2013, qui a fait un article dans la RFIM sur Partita 1, une pièce de Manoury. Alors, on n'est pas sur une représentation des abstractions. C'est un petit peu différent si on regarde le langage, parce que c'est l'interconnexion des sous-patchs de Pure Data, ou Max, je crois que c'est Max en l'occurrence, de cette pièce. Voilà, mais on peut imaginer très bien la même chose, voire intégrer parallèlement les abstractions. Donc mon patch, mon code, il possède une architecture. Je peux augmenter mes résultats musicologiques. Il y a ce point-ci auquel je suis venu, qui m'intéresse. La structure du code ne reflète pas celle de la pièce. Alors ça a aussi à double facette. Si on vient à force de coder, bah oui, c'est évident. Mais musicologiquement, pour l'analyse, c'est quand même super important, voire pas anodin, de le relever. Là aussi, on peut se dire qu'on a eu tout le temps un support
graphique, une partition qui reflétait la structuration de la pièce, où le compositeur il mettait des chiffres 1, 5, etc. Il indiquait les parties, il avait une pensée qui structurait en phrases, sous-parties, parties, etc., qui correspondait à une structuration temporelle. Là, avec le code, on n'a plus du tout ça. Quand on ouvre un patch ou un code, il n'y a pas du tout cette dimension temporelle qui est présente. Donc, on a un objet pour l'analyse musicale auquel on est confronté qui est structuré, qui a une structure qui est même très limpide, mais par contre, cette structure-là ne reflète pas la structuration de la pièce. En fait, on est confronté à une autre structuration qui est nouvelle, nécessairement. Aussi, il y a des points sur lesquels je ne vais pas avoir le temps de détailler, mais qui m'intéressent énormément. Cette idée-là qu'on a une architecture par designer, c'est-à-dire que si je prends deux développeurs designers, on leur demande de reconstruire telle pièce, il n'y a quasi aucune chance pour que je me retrouve avec la même architecture de mon code, si la pièce est un peu conséquente. C'est ce qu'on a dit avec le design, c'est-à-dire que c'est aussi un processus créatif. L'autre aussi, elle m'intéresse, c'est que en fait, la volonté organisationnelle régit la structure du code. Seule la volonté organisationnelle régit la structure du code. On l'a dit ce matin avec le live coding, où en fait, on pouvait très bien imaginer, même ça, apparemment ça existe, des artistes qui codent un haut niveau d'abstraction pour brouiller le message. C'est-à-dire qu'ils mettent en fait une pratique artistique dans l'acte même de faire du code. Et donc, notre objet, il est organisé uniquement par la volonté de mon designer. À la différence, si il fallait les comparer, ma partition graphique, elle, celle qui est éditée, eh ben, elle suit tout un processus éditorial, d'édition, qui vient normaliser. Non seulement une notation qui est commune, partagée par la communauté, mais en plus, on a un objet qui va être édité une fois qu'il y a le manuscrit, donc qui va nous assurer une certaine facilité de lecture, aisance dans l'échange d'informations pour la communauté. Ici, voilà, ce n'est pas du tout le cas. Enfin, du moins, remarquons cette différence. Mon dernier aspect, le sémantique. Mon code, il est pourvu d'une sémantique. Alors, c'est vrai qu'on le mélangeait avec des informaticiens et des musicologues. La sémantique ici à laquelle je fais référence, ce n'est pas celle qui est nécessaire pour définir un langage de programmation. C'est au-dessus, c'est la sémantique du code qui est véhiculé par le compositeur, qui est attaché en fait à une pièce musicale et non à un langage de programmation. Donc, elle utilise nécessairement la sémantique dessous du langage de programmation, elle est construite dessus. C'est ce qu'on retrouve en fait, que cette sémantique, quand j'emploie ce terme-là, cet aspect-là, je veux faire référence à ce moment où dans l'analyse, on est amené à décrire qu'est-ce que font mes paramètres. On l'a vu ce matin avec Laurent Potier aussi, qui nous a justement expliqué, c'était du Music N de mémoire, ou l'impact de mes paramètres. Donc c'est ce moment-là, en fait, dans l'analyse musicale, où je dois expliquer quels sont le sens des paramètres sur lesquels le compositeur agit. Et j'ai cette citation de Steinman-Bettier aussi, qui nous renvoie à la sémantique. Alors, je le vois vraiment comme le plus haut niveau des aspects que je viens de voir. Et en fait, c'est celui qui va permettre de faire le lien entre le code et la musique. En fait, c'est le moment où le code arrête d'être du code et où mon compositeur ou quelqu'un qui, par exemple, s'il travaille avec un rime ou n'importe quel agent, il va lui formuler quelque chose en langage musicien. Le spectre ici est trop clair, ou mets-nous une couleur plus chaude. Il va savoir le traduire dans le langage, opérer dans cette représentation computationnelle pour pouvoir impacter la musique et correspondre au changement à un langage humain. Je vous propose cette organisation de mes différents aspects, parce qu'on a vu qu'ils ne sont pas tous du même niveau. On a programming skill, ce qui concerne la synthèse, les traitements. Mapping, on n'en a pas parlé. L'algorithme, dans ma réflexion, c'est très attaché
au temporel, donc une organisation temporelle. Un entremêlement, un chevêtrement entre des choses technologiques et techniques. Et après, des niveaux plus importants, de plus haut niveau, on a le design, une activité de design qui va engendrer nécessairement une architecture, si la pièce est à minima conséquente, avec un code conséquent. Et donc, au-dessus de cette architecture, on a une sémantique, moment où, en fait, comme je l'ai dit, le code en fait, cesse d'être du code et limite, il ne faudra plus distinguer les deux en analyse musicale et on est vraiment dans des problématiques de cognition pour faire de la musique. Écoutez, j'ai fini. Je vous remercie de votre écoute. J'ai mis cette image-là, donc c'est l'architecture d'une fourmilière que j'aime bien comme métaphore quand je pense à tout ce code qui me paraît un peu plus riche que celle de l'iceberg. Mais l'enjeu, c'est de dire qu'on voit une petite surface et que dessous, il y a toute une structure plutôt complexe, même très complexe. Et que si on voulait comprendre notre objet, eh bien, il faut se confronter à tous ces petits chemins pour pouvoir comprendre l'intégralité de cet objet. Je vous remercie, puis au plaisir. Merci beaucoup, Maxence. Je ne sais pas qui veut commencer par poser une question. Merci, Maxence. Quel est, à ton avis, toi, tu es un jeune musicologue, comment ces questions-là sont vécues ou appréhendées par les musicologues de la génération précédente, on va dire, voilà, est-ce que ça les intéresse? Est-ce qu'ils se disent non, jamais pour moi, ça m'intéresse pas du tout? Enfin, comment ils appréhendent ça? La génération précédente, c'est une bonne question. La question dessous, c'est est-ce que notre code il va devenir de moins en moins abscon, froid? Est-ce que c'est celle-ci la question que tu avais en derrière? Non, ce que je veux dire, Non. c'est que par rapport à des musicologues qui ne s'intéressaient qu'à la partition, euh, Hmm. quel effet ça leur fait de se dire que ben voilà, il va falloir de plus en plus s'intéresser aussi Hmm. au code lui-même, quoi. Est-ce qu'il y a des réticences, par exemple? Hmm. J'imagine que oui. Non, la vérité, moi, je suis biaisé puisque je suis entouré que d'informatique musicale, des gens comme nous. Donc, je ne saurais pas dire. Je suis assez loin des gens du conservatoire qui n'ont pas touché déjà des codes. Mais dans notre communauté, il y en a pas mal qui enseignent et qui font des liens avec le conservatoire. Donc, peut-être tu auras plus de réponses. Je ne sais pas si je peux. Ça fait penser à une question que je voulais te poser qui est finalement pas si loin que ça. Alors, moi, je ne sais pas si je suis de l'ancienne génération, mais en tout cas, je suis sur les partitions. Ce qui m'a impressionné, moi, dans ce que tu as présenté, c'est que plus tu vas vers en fait, tes choses haut niveau, à la fin, design, architecture, sémantique, plus justement tu essayes de t'abstraire du code et d'aller vers des formalisations de plus en plus hautes. Et on n'est peut-être pas si loin que ça de l'analyse musicale. Je veux dire, évidemment, parfois on fait l'analyse musicale, on regarde quelles sont les tonales, on regarde quelles sont les notes, quels sont les accords. Et moi, le premier, je passe beaucoup de temps à faire ça. Mais derrière, on essaye d'aller vers des notions plus de forme, d'esthétique. Et quelque part, c'est aussi ce que tu fais là-dedans, dans tes couches d'abstraction progressive. Alors évidemment, le code, ça ouvre plein de questions. Mais de la même manière que dans Beethoven, ce qui n'est pas intéressant, c'est pas juste dire c'est do, ré, mi, mais c'est de dire comment il écrit, comment ça s'inscrit dans l'histoire de la musique, etc. De la même manière, c'est pas 3 lignes de code qui vont être intéressantes, mais c'est dire comment c'est architecturé, comment c'est passé, quelles sont les nouveautés qui sont amenées, etc. La question, c'est au final, on n'est pas on n'est pas si éloigné que des considérations d'analyse automatique de partition comme dans ta pratique, comme tu l'exerces. Je ne sais pas de l'analyse, mais en tout cas l'esthétique, tu vois, quand tu parlais de sémantique,
Est-ce que derrière, tu vois, est-ce que tu t'attaches à l'œuvre? Et tiens, si tu veux, je peux te poser même aussi une autre question. Quand on est sur les partitions, on se pose beaucoup la question de est-ce que la partition c'est un objet neutre? Tu vois, est-ce qu'on a le droit de l'étudier en tant que tel ou est-ce qu'il faut la plonger dans un cadre historique, etc. Voilà. Et donc, je peux te poser un peu la même question. Est-ce que le code, il est un objet neutre? Et tu l'as dit non parce qu'il dépend. Enfin, de toute façon, il y a le compilateur, il y a le matériel, tout ça, mais même il est aussi plongé dans une histoire de l'informatique musicale. Et comment est-ce qu'on peut l'analyser de manière indépendante? Ouais, j'ai pas eu la fin, mais non, ouais, je pense que c'est une erreur de voir le code comme un objet neutre, parce qu'il est super singulier à son concepteur, au-delà des dimensions technologiques qui s'inscrivent dans un environnement, etc. Mais non, parce qu'il appartient à un agent qui a sa propre cognition, sa propre culture. On parle de plus en plus de code literacy. Et avec Software Heritage, je ne sais pas si vous avez vu, il y a cette dimension-là. Maintenant, ça arrive où il dit que le code permet d'aller dans le mind, l'âme, on va dire, de son concepteur. Donc, voilà, à l'opposé d'une compréhension de la neutralité. Ouais. Alain? Oui, merci. Merci Maxence pour ta présentation. C'était plutôt une remarque, mais là où moi j'ai trouvé, travaillant assez souvent sur ce créneau, voilà, de l'analyse du code d'œuvres mixtes, là où c'est vraiment difficile, une fois qu'on a établi la fourmilière, c'est que en plus, ça vit dans l'œuvre. Il y a une dimension temporelle, c'est-à-dire que tous les modules ne marchent pas tout le temps et que si on veut comprendre l'œuvre aussi, on doit comprendre les espèces de configurations orchestrales qui se produisent à certains moments de la pièce. Et c'est vraiment difficile. C'est d'aller repérer comme ça des espèces de presets qui vont organiser aussi des formes d'orchestration dans le déroulé de l'œuvre. Moi, j'avais essayé de faire ça en écho de Manoury et par exemple, dans la première section, j'avais vu, alors sur 35 minutes, c'est une section, c'est une des 7 sections, donc on peut imaginer, j'ai pas pu regarder les 7 sections, mais il y avait j'avais isolé 2 presets de patch, finalement configurations de code opérantes que j'avais appelées A et B. Et finalement, la forme de Manoury dans cette première section, en tout cas vue du patch, c'était A, B, etc. Donc une forme un peu, si on revient à de l'analyse classique de musique de notes, un peu rondo, voilà, A, B, etc. Mais c'est très difficile cette observation dans le temps de l'œuvre de ce qui joue dans le patch. Voilà. Oui, je te rejoins. Moi. Après, je pense que ça dépend. Enfin voilà, c'est un contexte particulier, celui de la musique mixte, et encore plus particulier, la réalisation technologique de Puckett et Manoury avec un routing qui peut changer en fait, ce qui est vraiment qui peut changer au cours du temps, qui est fluide, ce qui est assez rare. Hein, quand on y pense à 3 fois. Là-dessus, ça rejoint un peu les games audio, où aussi dans le game, on va pouvoir faire changer notre flux, aller d'un objet à un autre. Oui, moi, j'avais essayé j'ai été aussi confronté à ça pour Jupiter, de voir les changements, et c'était un casse-tête. Mais même pour la composition, je pense que c'est un casse-tête parce qu'à l'époque, si il se trouvait au milieu de la pièce, il ne pouvait pas savoir exactement quelle configuration du routing il avait. Il ne pouvait pas savoir exactement l'interconnexion de ces modules. Il fallait qu'il reparte du début et suivre pour pouvoir les connaître. Donc, il y a ça à prendre en compte, peut-être un recul à avoir. Et d'ailleurs, là, tu parles de chemin déterministe, mais il y a un ensemble de compositions qui volontairement ne vont pas être les mêmes. Deux exécutions seront différentes, et donc là, ça pose encore plus quelle est l'analyse, quoi. Ouais. Oui, il y a plein de questions dont je ne traite pas qui concernent l'analyse, que tu as évoqué aussi avec ça s'inscrit dans une culture et aussi sur cette neutralité
Est-ce que c'est légitime de prendre le code, de le lire et d'en apporter des connaissances? Mais ça, c'est un rapport à avoir entre l'analyste et l'objet musical. C'est plus de la théorie de l'analyse. Oui, en computer music, on est complètement confronté à ça sur des événements où il y a du random, où il y a du hasard non déterministe. Ça rejoint aussi ce que disait Alain. Moi, j'ai été confronté avec Kawi Hagan, où en fait, on a des processus aléatoires. Donc, c'est vrai qu'il faut bien avoir en tête que mon signal audio, il peut varier, même il varie d'une actualisation à une autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur un objet figé. Et si j'écoute à un moment, telle journée, cette pièce, enfin, telle actualisation, du coup, le lendemain, je la réécoute, et ben, je peux avoir d'autres événements sonores que je n'avais pas précédemment. Donc là-dessus aussi, il faut accepter en tant qu'analyste qu'il y ait un hiatus, un epsilon, des choses qui peuvent varier. Et puis, du coup, c'est là aussi, ça argumente aussi en faveur d'une lecture du code et ne plus simplement se focaliser sur la bande magnétique, comme on disait avant, sur le signal. Puisqu'on a des processus aléatoires, il faut aussi aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le code pour savoir le degré d'aléatoire ou de déterminisme qu'il y a dans le code pour pouvoir évaluer ce qu'on écoute. Merci beaucoup Maxence, merci à tous, c'est vraiment passionnant comme discussion. Je pense qu'il faut qu'on arrête parce que dans quelques minutes va commencer la session sur la spatialisation. D'ailleurs, on pourrait se poser la question comment analyser de la musique spatialisée. Et, là, la bande ne suffit plus. Voilà, si on a et donc bonne continuation à tous. À plus tard pour les prochaines sessions. Merci. Peut-être Denez et Paul qui allaient présenter. Est-ce que vous voulez tester votre partage d'écran? Avec plaisir. Pendant la pause, là, pour voir si ça marche. Avec plaisir. Alors, moi, j'avais pas prévu de faire un partage d'écran, j'avais prévu une scène OBS. Du coup, en fait, j'avais ma présentation comme ça, et puis mon navigateur. Et je sais pas si ça pose problème. Non, c'est encore mieux. Non, normalement, non. Enfin, Parfait. Et sinon, le son est OK pour la voix? Ouais. Oui, on vous entend bien, oui. Oui. OK. Si vous voulez tester l'envoi là de quelque chose pour voir. Ouais, ouais pourquoi pas, ouais. Vous entendez? Il y a un petit son de percussion. Ouais. Ouais, bon, ça ira. OK. Mais on ne voit pas votre écran, en fait. Alors, qu'est-ce que... Oui, il faudrait partager oui. Vas-y, Pierre, vas-y, Pierre. Oui, il faudrait partager l'écran, en fait. C'est dommage parce qu'en effet, on peut modifier l'affichage, passer en mode intervenant, mais si jamais il y a un bruit qui apparaît, ça va l'exclure automatiquement. Donc, vous ne pouvez pas partager votre écran, tout simplement, dans Zoom? Je pourrais, mais ça va être un petit peu, un peu compliqué. L'avantage d'avoir un truc comme ça, c'est qu'en plus, après, je pouvais, comment dire, enregistrer en super qualité avec